Qui ont eu confiance et qui m'ont demandé, depuis maintenant plus d'un an et demi, de venir parler du développement psychomoteur. Un sujet qui est très vaste, que je ne pourrai pas traiter en 20 minutes. Je vais essayer donc de vous parler du développement, mais en parlant surtout, à mon avis, de toutes les transformations qui vont avoir lieu au niveau du cerveau humain, après la naissance surtout. C'est ça. Parce que le cerveau, qui est probablement l'organe le plus complexe qui existe sur Terre, le cerveau humain est l'organe le plus complexe qui existe sur Terre, on ne connaît pas jusqu'à maintenant encore tout son fonctionnement, comment ça marche. Juste pour vous donner une idée, il faut que vous sachiez que quand j'ai fait mes études de médecine, par exemple, la névroglie passait pour un tissu de soutien. Aujourd'hui, on sait que la glie joue un rôle très important dans les phénomènes de cognition. Il y a également un certain nombre de découvertes qui ont permis des avancées aujourd'hui dans la connaissance du fonctionnement du cerveau. Je parle de la synaptogénèse, évidemment de la glie, et puis d'autres choses dont je vous parlais tout à l'heure. Ce qu'il faut savoir rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, c'est que le développement, c'est l'ensemble des progrès réalisés par l'enfant sur le plan psychique, neuromusculaire. Quand je dis psychique, ce n'est pas uniquement l'intelligence, le langage, mais également l'affectivité. On verra que c'est très important. Il faut savoir que nous sommes un tout. Il n'y a pas quelque chose qui va avancer et l'autre qui n'avancera pas. Nous sommes un tout. Tout ceci va se faire en même temps et parallèlement. Et vous allez voir à travers des exemples. Où est-ce que je clique ici? Comment je fais avancer? Non, je sais. Alors évidemment, ce développement nécessite un système nerveux central, le cerveau essentiellement intact. Surtout une poursuite de la construction après la naissance. Je veux dire que nous ne naissons pas complets, matures. Il y a énormément de choses qui vont évoluer après la naissance, au point qu'on a dit qu'en fait, chez l'homme, la gestation devrait durer 18 mois. Durer 18 mois poserait d'autres problèmes. Vous savez très bien qu'à 9 mois déjà, pour passer la filière génitale, il y a déjà un grand problème. Le fœtus est obligé de faire un certain nombre de manœuvres pour pouvoir sortir. À 18 mois, il ne sortira pas. Donc, il y a un préalable, c'est ça. C'est deuxièmement une implication, c'est qu'évidemment, cette progression va toucher l'ensemble des acquisitions. Alors, cela va nécessiter évidemment un développement au niveau de ce système nerveux central. Ce développement est structurel, mais également fonctionnel. Structurel. Qu'est-ce qui se passe après, déjà chez le fœtus, et ensuite après la naissance? Il y a une prolifération cellulaire. Quand on dit prolifération cellulaire, on va parler du neurone. Le neurone, nous naissons avec notre capital de neurones. Pendant longtemps, on a pensé qu'en fait, il y a 100 milliards à peu près de neurones. Eh bien, on va les garder. On sait aujourd'hui qu'il y a une neurogénèse, qu'il y a dans certaines régions du cerveau la formation encore de neurones. Je me demande d'ailleurs si ce n'est pas pour ça qu'on vient d'hospitaliser le champion automobile qui a fait cet accident, qui est dans le coma, l'Allemand, Schumacher. Oui, il vient d'être hospitalisé à la Pitié au niveau d'une structure qui est l'Institut du cerveau pour essayer de voir si on ne peut pas lui greffer justement, pour faire avancer les choses. La migration cellulaire, oui, parce que tout se forme tout à fait profondément dans les structures qui vont être le futur cerveau, et puis ces neurones vont migrer, vous le savez très bien, ils vont migrer jusqu'à la superficie pour former l'écorce cérébrale. Parallèlement, vous avez la formation du tissu glial. Le tissu glial
se forme surtout au 3e trimestre de la gestation et il va continuer à se former après la naissance. Je vous ai dit tout à l'heure que pendant longtemps on a pensé que c'était un tissu de soutien, c'est-à-dire qu'il ne servait à rien. On sait aujourd'hui qu'il est indispensable. Il est indispensable parce qu'il va jouer un rôle important dans la vitesse de conduction de l'influx nerveux. Quand il y a une atteinte de ce système, vous allez avoir, comme dans la sclérose en plaques par exemple, de gros problèmes. La synaptogenèse, oui. La synaptogenèse, c'est la formation des synapses. Ce sont les synapses qui vont nous permettre de fonctionner. C'est la jonction entre plusieurs neurones. Il y a des milliards de synapses qui vont se former après la naissance essentiellement. C'est grâce à ces synapses que nous, vous allez voir qu'on peut fonctionner, qu'on va pouvoir faire passer des ordres. Les synapses, c'est très, très important. Et cette synaptogenèse va être très importante les premiers mois de vie. Les premiers mois de vie, jusqu'au 6e, 7e mois de la vie extra-utérine. Ensuite, il va y avoir une perte d'un certain nombre de synapses. Comme un arbre fruitier, quand il fait des fleurs, il va en perdre un certain nombre, ce qui va permettre plus tard la formation de fruits qui sont bons et très gros. Ici aussi, on pense, une des hypothèses pour expliquer l'autisme, pour expliquer les troubles de l'attention, une des hypothèses avancées aujourd'hui, c'est que justement, ce recul des synapses ne se fait pas. Et cet enfant va avoir tellement de synapses qu'il va avoir des difficultés à accorder de l'intention à certains problèmes. La myélinisation, c'est la névroglie qui va l'assurer. La myélinisation, c'est comment ces axones, ces nerfs vont être recouverts par de la myéline. Et la myéline, c'est quelque chose, cette myélinisation va se passer après la naissance. Elle va permettre de multiplier par plus de 100 la vitesse de l'influx nerveux. Sur le plan fonctionnel, il y a le tonus. On va voir rapidement comment ce tonus va évoluer. Au départ, rappelez-vous, chez le fœtus, vous avez une hypertonicité des membres et une hypotonie du centre de la colonne. On ne peut pas vivre avec ça. C'est l'inversion du tonus qui va se passer vers le 5e mois, qui va permettre la position assise, qui va donner à la colonne vertébrale son rôle véritable qui est celui du charpente. La motricité, évidemment, va évoluer, on va le voir. Le sensoriel, évidemment aussi qu'il y a une évolution de tous nos sens. Je pense à la vue, le goût, l'audition, le toucher, important le toucher pour la formation de la personnalité de l'individu, du sentiment d'être entier, d'être soi. Les synapses, j'en ai parlé. Une question qu'on peut se poser, qu'est-ce que dans toute cette histoire, qu'est-ce qui relève de l'inné et qu'est-ce qui est acquis? C'est-à-dire qui va subir l'influence de l'environnement. L'éducation essentiellement, l'apprentissage. Ce qu'on sait, c'est que la synaptogenèse, c'est-à-dire la formation des synapses, c'est très important pour le fonctionnement du cerveau. Elle est génétiquement programmée, de la même façon que la myélinisation. Mais on sait également qu'il y a un ajustement synaptique. Je vous ai dit tout à l'heure que vers le 6e mois, un certain nombre de synapses vont disparaître. C'est l'ajustement. Et la sensibilité à l'agression, je pense toujours au cerveau, ça aussi, c'est quelque chose qui relève de l'acquis. Ce qu'on sait également, c'est que la maturation du cerveau, qui est essentielle, importante et essentielle, elle est précoce, elle commence déjà chez le fœtus. Elle est très importante, vous avez vu comment le cerveau va passer, pratiquement, votre cerveau, le mien, pèse à peu près 1,3 kg. À la naissance, il fait 450 grammes. Donc vous voyez qu'en un an, nous passons d'un périmètre crânien de 35 cm à 47 cm. C'est la plus grosse progression que l'homme va vivre dans sa vie. En un an, il va gagner 12 cm et c'est important. Elle se fait en réseau.
Évidemment, quand on parle de réseau, parce que les synapses, donc les liaisons, vont se faire partout. Elles vont relier les deux hémisphères, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Elles vont relier dans un même hémisphère beaucoup de régions du cerveau. Et puis, il y a ce qu'on a appelé la plasticité, c'est-à-dire cette capacité du cerveau à s'adapter. La plasticité, cette capacité du cerveau à se transformer sur le plan moléculaire, sur le plan cellulaire, sur le plan morphologique, ça c'est quelque chose de très important parce que c'est ça qui peut expliquer le succès de l'apprentissage chez l'homme. Évidemment, cette maturation va demander un certain nombre de préalables. Elle exige de l'oxygène. Le cerveau est très sensible au manque d'oxygène. Je vous rappelle que c'est la première cause d'infirmité motrice cérébrale chez nous, c'est l'asphyxie néonatale. Le cerveau, les neurones se nourrissent uniquement de glucose, du glucose. Ça aussi, l'hypoglycémie, vous devinez le danger de l'hypoglycémie. Les dégâts que cela peut faire. La maturation nécessite les stimulations et les contacts. Là, c'est des histoires, je vais vous en raconter une. C'est Serena. Il y a, en 2013, une dame amène sa voiture chez un mécanicien en France. Le mécanicien va entendre des vagissements. Et il va se rendre compte que ces vagissements viennent de la malle de la voiture. Il ouvre la malle et il découvre un bébé dans la malle qui nage. Il avait à peu près 14-15 mois, il faisait 7 mois, et il nageait dans ses déjections, dans le pipi, dans le caca. Il appelle la police, on arrête la mère. Serena souffrait de malnutrition assez sévère. Serena avait 13 mois. Elle ne parlait pas encore, elle ne s'asseyait pas. Elle a été placée dans une famille d'accueil. Elle a maintenant 7 ans. Serena, elle joue avec la bicyclette. Serena sourit, elle est heureuse, elle a grossi, elle est normale sur le plan croissance staturo-pondérale. Mais Serena a un retard définitif. Serena ne parle pas. Et ça, c'est le manque de contact, c'est le manque de caresse qui reste indispensable à l'homme pour son développement. Enfin, ce cerveau aussi a besoin de recevoir de l'information pour pouvoir le traiter. C'est avec cette information qu'il va développer des circuits qui vont permettre de traiter les informations. Ça explique pourquoi, quand on apprend quelque chose, c'est dur au départ, et puis après c'est plus facile, vous allez plus vite. La plasticité, donc, c'est cette capacité que le cerveau a pour modifier son fonctionnement. C'est ce qui se passe, par exemple, chez l'aveugle. Il y a des transformations qui vont avoir lieu dans le fonctionnement du cerveau qui vont permettre à un aveugle de développer le toucher. Comme s'il y a des aires qui sont responsables de ça, on va développer le toucher. Parce qu'on a perdu, au niveau du fonctionnement, toute une aire qui s'occupait de la vision. On va pouvoir développer, surdévelopper une région. Mais également, c'est évidemment le fonctionnement, je disais l'apprentissage, et oui, on ne sait pas lire. Quand on apprend à lire, ça va être très dur au départ, mais après ça va être facile parce que les circuits de la lecture vont se former et c'est ça qui va nous permettre d'aller plus vite. L'apprentissage, c'est évidemment les modifications du comportement des activités psychologiques attribuables à l'expérience. Il y a cependant des périodes critiques. Tout à l'heure, j'ai parlé de Serena. Quand on a pris Serena, probablement qu'elle a dépassé la période critique d'apprentissage pour le langage. Il y a Victor, l'enfant sauvage. Non, pas Mowgli. Victor. Cet enfant, on en a fait un film. Cet enfant qui a été découvert dans les bois, dans l'Aveyron en France au XIXe siècle. Et quand on l'a trouvé, il se comportait comme un animal. Il marchait à 4 pattes.
il mangeait en lapant comme les chiens. Il avait déjà un certain âge. Quand on l'a recueilli, on a essayé de le verticaliser. On est arrivé peut-être à le verticaliser, on n'est jamais arrivé à lui apprendre plus que quelques mots, parce que probablement, on sait aujourd'hui qu'il y a des périodes critiques où nous allons pouvoir apprendre très vite. Et si on les dépasse, on va avoir des problèmes. Ces périodes critiques pour le langage se situent entre 10 et 14-15 mois. L'apprentissage, oui, comment cet apprentissage va jouer un rôle dans le fonctionnement du cerveau? Parce qu'il va créer des connexions. Il va stabiliser des connexions également. Et il va jouer un rôle de stimulateur des circuits et de leur organisation. L'apprentissage et l'environnement, la chaleur affective, je vous ai parlé de Serena, on va en parler d'autres. Les sensations. Il y a une communication, c'est d'abord la mère qui est très importante dans l'évolution du petit. C'est avec elle qu'il va, déjà, fœtus, apprendre à reconnaître sa voix, ses odeurs. C'est valable pour l'animal d'ailleurs aussi. Il y a la posture, la manière de prendre l'enfant, de donner le biberon, le parler. C'est ça qui a manqué à Serena. Et si vous n'avez pas ça, les dégâts peuvent être énormes dans le fonctionnement. Parce qu'on sait aujourd'hui que l'absence de stimulation va donner un retard de développement. Toujours là-dedans, l'importance du lien entre la mère et l'enfant. Il a été étudié par Spitz. Spitz, c'est un Suisse qui a décrit dans les années 30 l'hospitalisme chez les enfants. Ces enfants qui étaient hospitalisés sans leur mère pendant de longues durées à l'hôpital et qui allaient développer des comportements de dépression. Et alors, c'est une évolution. Si on n'intervenait pas suffisamment tôt, ils allaient arrêter de manger. Et petit à petit, ils allaient se laisser mourir. Ça a été décrit également chez l'animal. Je parle de Lawrence. Lawrence a étudié chez les oies cendrées. Les oies, il a étudié ce besoin que l'animal a du contact avec la mère. Bowlby, c'est ça dont je voulais parler, il a développé la théorie de l'attachement. L'indispensable, l'attachement. C'est aussi une notion dont on parle depuis les années 80. C'est ce besoin qu'a l'homme de s'attacher. Et la première personne à laquelle il va s'attacher et dont il a besoin, c'est la mère. C'est un besoin social. C'est un besoin primaire, inné. On naît avec. Qui a un rôle parce qu'il va aider l'enfant à s'adapter, à évoluer, à explorer. La figure de l'attachement, on a besoin d'une figure d'attachement, c'est la mère. Lawrence, vous savez, à la fin, quand il élevait des oies cendrées, eh bien, les oies cendrées le suivaient. C'était lui, les oies cendrées suivaient ce savant, parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un pour s'attacher à lui. Il y a d'autres expériences, mais je vais passer rapidement, qui ont été faites sur le chimpanzé. Elles ne peuvent plus se faire maintenant parce qu'on isolait des chimpanzés, des nouveau-nés chimpanzés de leur mère, et puis on voyait leur évolution, comment petit à petit ils allaient faire de la dépression. Et quand on introduisait dans la cage où ils étaient sosie, pas une sosie, une image de la mère, ils allaient se blottir contre cette mère, automatiquement. Nous apprenons de nos erreurs. L'homme apprend de ses erreurs. On apprend à marcher en tombant. Et ça, cet apprentissage va nous permettre de connaître notre environnement, mais surtout, il va y avoir dans cet apprentissage des traces, des circuits dans le cerveau. C'est comme ça qu'on va apprendre. Rappelez-vous, quand vous apprenez à monter à la bicyclette, vous tombez les premiers temps, vous allez apprendre à tenir en équilibre la bicyclette. L'enfant, quand il va commencer à marcher, il va d'abord se mettre debout, il va tomber en se mettant debout, puis il va petit à petit apprendre à tenir debout, puis ensuite à faire les premiers pas. Et ceci, on le voit également dans la marche à quatre pattes, quand il va commencer à essayer de marcher à quatre pattes.
Les stades de développement, on va aller rapidement parce que le temps tourne, c'est l'ensemble des compétences d'un enfant à un âge donné. Nous avançons par palier. Chaque palier, c'est ce qu'on appelle le stade de développement. Et puis, là aussi, elles se succèdent toujours dans le même ordre, indépendamment de l'environnement. Ça veut dire que c'est inné. On ne va pas se mettre à marcher avant qu'on se mette à s'asseoir. On va apprendre à s'asseoir, ensuite à marcher. Et la durée est variable selon les enfants, oui. Nous sommes des êtres sociaux, sociables. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas vivre sans la société. L'homme ne peut pas vivre sans la société. Il est fait pour vivre dans la société, et c'est la société qui va intervenir souvent pour lui apprendre à évoluer. L'environnement peut stimuler ou freiner. À chaque enfant son propre rythme. Il n'y a pas de plus intelligent parce qu'il va commencer à s'asseoir à 5 mois, à marcher à 10 mois. Ça ne veut pas dire qu'il va être plus intelligent que celui qui va s'asseoir ou marcher à 15 mois. Parce que nous sommes des individus, c'est-à-dire des personnes indivisibles, mais également chacun de nous est différent de l'autre. C'est pour ça qu'il n'y a pas une vérité, il y en a plusieurs. C'est pour ça qu'on donne dans les normes. Les normes, c'est une fourchette. Ce n'est pas une date précise. Les axes de développement, toujours, on se développe de la tête vers les pieds et du centre vers la périphérie. Un exemple, nous allons acquérir le contrôle de la tête. D'abord, avant de contrôler le dos. C'est la nuque d'abord. Ensuite, du centre vers la périphérie, oui, on va le voir. Voilà, c'est exactement ça. Du contrôle musculaire, évidemment. Bon, je vais passer rapidement, ça c'est l'examen clinique, les éléments d'appréciation du développement psychomoteur, l'examen neurologique du nouveau-né, la posture, les activités spontanées, le tonus, on va étudier le tonus passif et actif. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la naissance, contrairement à ce qu'on pourrait annoncer, ce n'est pas l'enfant, le nouveau-né humain, n'est pas uniquement un instinct. Il a des compétences. Il a un cri. Il réagit au bruit et à la lumière. Il a une perception visuelle. Des capacités de tourner les yeux, parfois même la tête dans la direction d'un son. Il sait sentir. Et il perçoit déjà les 4 saveurs primaires, c'est-à-dire le sucré, le salé, l'acide et l'amer, avec une préférence pour le sucré. Nous avons une préférence innée pour le sucré. Maintenant, sur le plan moteur, vous avez déjà vu des nouveau-nés, les mouvements sont un peu incohérents au départ, mais il sait sucer, et il sait déglutir. Et il y a une coordination, il ne va pas faire de fausse route. Il y a une attitude en grande direction, c'est-à-dire que les pieds et les mains sont comme ça retournés. Et il possède ce qu'on a appelé des réflexes archaïques. Archaïques parce que probablement que leur existence remonte à la nuit des temps, bien avant qu'on soit ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Mais il existe un état de vigilance. Un nouveau-né dort, mais également il se réveille. Il dort plus qu'il ne se réveille. Et réveil et sommeil se succèdent rapidement au fil des heures. Rapidement. La motricité. Il y a une inversion du tonus à 4-5 mois. Ça veut dire que ce qui était hypertone, les membres vont devenir hypotones. Ce qui était hypotone, c'est-à-dire le dos, va devenir hypertone. C'est ça qui va permettre la position assise. Et ensuite la marche. Vous voyez qui suit des yeux, saisit un objet convoité à 4-5 mois, c'est-à-dire ce qui vous semble normal, c'est une acquisition. C'est pas simple. Il faut faire une coordination entre le regard et ensuite
l'action des mains motrices. Individualisation des deux mains, oui. Il ne sait pas que les deux mains existent. Il va apprendre, il va l'apprendre. Et puis il va affiner la praxis, c'est-à-dire l'appréhension. Je crois qu'on va passer rapidement. L'appareil sensoriel, oui, on va finir. Fonctionnel in utero, mémorisation avant la naissance, intégration sensorielle après. C'est-à-dire qu'on peut sentir, mais on ne l'intègre pas. L'activité cérébrale, elle existe, décelée dès la 30e semaine, et les 3 états de sommeil existent dès la 36e semaine. Voilà. Je voulais vous dire ça. On va passer sur les principales étapes, parce que le temps passe et que j'ai dépassé mon temps. Juste un mot sur le développement sensoriel. L'audition, elle est présente in utero. L'enfant entend, et la première voix qu'il va apprendre à reconnaître, c'est celle de la mère, parce qu'il l'entend. L'olfaction, il sent la mère. Je vous ai dit, il sait reconnaître l'odeur de la mère. À travers le liquide amniotique, le goût, je vous en ai parlé, les 4 saveurs primaires, et il va apprendre à distinguer, peut-être même, si la mère mange de tout pendant la grossesse, parce qu'il avale le liquide amniotique, qu'il va peut-être goûter le salé, et ça favorisera la diversification. La vision, voilà, elle est bonne. Dès 6 mois, pratiquement, il a une capacité visuelle qui est identique à celle de l'adulte. Enfin, le toucher est important, parce que le sentiment de l'unité de soi, c'est le toucher qui va le lui donner. Et il va jouer un rôle dans la découverte des corps. L'éducation sphinctéraire, c'est la dernière diapo. Voilà. Il faut savoir que l'enfant, le contrôle anal est obtenu avant le contrôle vésical. La propreté du urine est acquise environ vers 18 mois, elle peut varier. À 2 ans, l'enfant va seul aux toilettes. La propreté nocturne, c'est 3e mois. Le développement psychomoteur, c'est facile. Ça y est, on y est. Merci. Sahid. Ce qu'il faut savoir, les neurosciences, un dernier mot pour les neurosciences, c'est toutes ces sciences qui sont en train de se développer. C'est un tas de disciplines scientifiques qui aujourd'hui, l'IRM en est une d'ailleurs, permettent d'étudier le système nerveux à ses différents niveaux, moléculaire, cellulaire, intégré, comportemental et cognitif. C'est très difficile. L'anatomie, imagerie cérébrale, neurosciences cognitives, l'atlas neurofonctionnel du cerveau, la neuropsychologie. Mais attention. Alors voilà, c'est la dernière diapo. Je termine en vous redisant que le cerveau, c'est une machine. C'est un système. C'est quelque chose d'extraordinaire, ce qui est le plus complexe sur Terre. Mais il est fragile. Il peut être sensible à un tas de choses. C'est pour ça que toute atteinte à son intégrité va avoir un grand problème sur son développement. Merci beaucoup.